Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Transparence 93.7 en Ariège et bienvenue dans l'émission Touche pas à mon compteur avec Maud Bigan. Bonjour Maud. Bonjour Florian. On va encore parler de 5G aujourd'hui. Oui, et de son contexte, notamment numérique, de guerre numérique pour une certaine suprématie mondiale, comme on va le voir. Donc des gouvernements français et de l'Europe qui livrent nos intérêts aux États-Unis via le biais du numérique. Oui. Alors on va parler aussi du numérique, Oui, tout à fait. de protection de données. Et de braderie, on peut dire, de nos intérêts, avec un contexte de la 5G qui, évidemment, accélère encore plus ce processus. D'attaque d'objets connectés. Oui, de ransomware, de plein de choses comme ça. Alors on va voir un petit peu, évidemment que c'est pas du tout dans nos intérêts. On commence à avoir l'habitude dans cette émission de dénoncer des décisions, on va dire, qui semblent vraiment prises contre nos intérêts. Il y en a beaucoup, évidemment. J'ai parlé la semaine dernière de la revente de Alstom à General Electric, vous en souvenez. On a montré comment, finalement, à travers deux interviews de la chaîne Internet Thinkerview, celle de Arnaud Montebourg, donc l'ancien ministre de l'économie, et celle de Patrick Pierucci, un ancien haut gradé, haut placé en tout cas de Alstom, qui avait été en fait emprisonné aux États-Unis pendant tout le temps de la négociation de la vente. Et qui donc a servi un peu d'otage économique quelque part, qu'ils avaient ensuite révélé via notamment son livre Le piège américain, la manière dont systématiquement les entreprises françaises se retrouvaient attaquées par le ministère de la Défense américaine dans une tentative officielle de lutte contre la corruption. Lui, il avait été emprisonné dans ce cadre-là, mais en fait, c'était un simple otage économique, c'était un pion, malheureusement. Il a été simplement un outil de pression sur Monsieur Cron, le directeur de Alstom, le PDG, si vous voulez, pour que celui-ci accélère la vente de son entreprise à General Electric, qui semble donc d'ailleurs en avoir acheté déjà 4 ou 5 autres préalablement, de la même manière. Entreprise fragilisée par une extorsion de fonds, soyons clairs, très importante, pour un prétexte de lutte contre la corruption dont on a vu qu'elle était absolument généralisée, y compris pour les entreprises américaines, pour qu'elles obtiennent des marchés à l'étranger, mais que personne n'ose évidemment attaquer les États-Unis. Donc nous, malheureusement, alors le pire, c'est qu'en fait, on peut pas dire que c'était fait par surprise. Certes, Monsieur Montebourg explique dans son interview que c'est le vendredi soir pour le dimanche soir que Monsieur Cron les a alertés, les a informés de la conclusion de la vente à General Electric. Sauf que, il y avait déjà eu beaucoup d'autres entreprises qui avaient été dans ce processus-là, et qu'il semble que dès 2012, donc Emmanuel Macron, dès qu'il est arrivé à l'Élysée en tant que secrétaire général, a demandé une enquête, donc une étude, si vous voulez, au cabinet A.T. Kearney, apparemment, de faisabilité de vente de Alstom à General Electric. C'était bien préparé avant, quoi. Préparé d'avance, tout à fait. Alors, vous trouvez les informations de ceci en détail dans deux articles que je vais vous citer. Vous avez un article de Mediapart du 20 avril 2018 qui s'intitule « Les non-dits d'Emmanuel Macron dans l'affaire Alstom » et qui explique donc ceci en détail. Et vous y trouvez également des renseignements intéressants dans le Canard enchaîné, donc la folle et secrète histoire de la vente d'Alstom à General Electric, qui date du 28 mars 2019, si ma mémoire est bonne. En tout cas, cette vente semble tout à fait avoir été anticipée, comme l'a découvert le député Marlex, qui a fait donc était responsable en fait d'une commission d'enquête sur le sujet, des histoires de détournement de fonds, des histoires, voilà. Visiblement, il y aurait eu beaucoup de choses derrière tout ça. Donc, c'est en cours d'étude, mais il semble très clairement que nos dirigeants étaient au courant. Peut-être pas M. Hollande, mais en tout cas, en amont, M. Macron, ça a l'air d'être très clair. Par contre, effectivement, ce que M. Montebourg, dénonce, c'est qu'il avait réussi à faire passer un décret
en 2014 qui aurait permis d'arrêter cette vente parce que le ministre de l'économie avait normalement le droit d'arrêter, si vous voulez, toute vente qui pourrait compromettre les intérêts stratégiques de la France dans un certain nombre de domaines, dont les télécoms, dont l'énergie, dont les données, alors je les ai tous là si vous voulez, les réseaux en tout cas, la défense, les jeux, l'eau, la santé, les transports. Donc tout ça, ça aurait permis de sauver Alstom. Voilà, et on ne l'a pas fait. Voilà, donc effectivement, il y a une volonté claire de la part de nos dirigeants également de brader nos actifs économiques. Mais là, on est bien d'accord, on en a parlé la semaine dernière, il y a également les aspects stratégiques qui sont mis vraiment en cause, parce que, rappelons-le, Alstom donc, fabriquait des chaudières nucléaires utilisées à la fois pour nos installations civiles et militaires, nos centrales nucléaires. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, si on déplaît aux Américains d'une manière ou d'une autre, ils peuvent arrêter de nous fournir les pièces de rechange pour nos chaudières nucléaires, à la fois donc fragilisant notre défense et évidemment mettant le pays potentiellement à l'arrêt, puisque si vous créez un blackout électrique, le pays ne fonctionne plus. Donc on n'aurait pas du tout été stratégique. Ah mais pas du tout, du tout, et on le savait. Ce que dit Montebourg justement est très clair, c'est que le ministère de la Défense a tout à fait sonné la sonnette d'alarme, mais que le président de la République, M. Hollande à l'époque, n'a rien voulu faire, quelque part. D'accord. Donc il y aurait eu une réunion à 4, M. Hollande, M. Valls, M. Macron et M. Montebourg, et que M. Montebourg n'a pas réussi à obtenir que on annule l'affaire. On n'a pas osé s'opposer aux États-Unis. Il n'a pas essayé. Il a essayé, mais c'est pas lui qui avait la décision. Le chef, en plus le chef du ministère entre guillemets des armées, si on peut dire, tout en haut, en finale, le chef de l'armée, c'est le président. Voilà, donc même si pour la défense, ça desservait les intérêts de la France, eh bien on y est allé quand même. Alors, dans le cas du numérique, on est aussi dans une situation où c'est pareil, stratégiquement, on brade à la fois nos intérêts, on va dire, stratégiques et de défense, comme on peut le voir dans un article intéressant que je vous recommande. C'est Marianne. Alors, c'est le magazine de la semaine du 5 au 11 juillet 2019. Le dossier dont je vous parle s'intitule « Comment nos élites livrent l'État aux GAFAM ». Alors, vous connaissez les GAFAM, hein, ces grandes entreprises numériques américaines, alors Google, Amazon, Facebook, Apple, c'est un nom pour Microsoft. pour les regrouper en fait. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pour les quelques grandes. Alors il y en a d'autres évidemment, hein, mais ça c'est les principales. Alors dans ce dossier intéressant, on voit très clairement comment finalement il n'y a pas vraiment de volonté de soutenir quoi que ce soit au niveau alternative française qui permettrait de ne pas confier la gestion et l'utilisation en fait de logiciels américains pour énormément de nos éléments d'État, y compris de défense, y compris de police, y compris au niveau de l'éducation nationale. Alors, par exemple, dans ce document, dans ce dossier, vous y trouvez un appel d'offres très très drôle, si on peut dire, de l'éducation nationale qui dit dès le départ qu'on veut une fourniture de produits IBM. Voilà, et donc, en fait, si vous voulez, IBM finira par avoir le contrat, mais c'était pipé d'avance. Déjà, dès l'appel d'offres, c'était marqué produit IBM. C'était quand même un peu étrange. Et ce que l'on voit, en fait, c'est qu'il n'y a même parfois pas d'appel d'offres du tout. Alors, on vous montre comment, par exemple, Cisco a elle aussi réussi à mettre le pied dans l'éducation nationale française avec ses services, mais en fait, en contournant le système d'appel d'offres, tout simplement en offrant ce qu'on appelle un partenariat. Alors, c'est peut-être un graissage de pattes déguisé. D'une manière ou d'une autre, en fait, là, c'était une manière de, quelque part, fournir une formation pour plus de 200 000 personnes sur leurs produits, ce qui garantit l'utilisation, évidemment, plus facilitée de leurs produits ultérieurement, mais donc aussi une demande qui s'auto-entretient. Et puis, eh bien, un investissement de millions de dollars dans des start-up numériques françaises. Donc, quelque part, en donnant des cadeaux, un peu comme ça, eh bien, il court-circuite tout simplement le système de l'appel d'offres. L'État, dans ce cas-là, ne fait pas d'appel d'offres et passe directement par leur entreprise. Voilà. Alors, il faut quand même se souvenir que si on ouvre comme ça nos portes numériques de toute la gestion des éléments de l'État, que ce soit les finances, que ce soit les défenses, que ce soit l'éducation nationale ou plein d'autres, la santé par exemple, eh bien on va quelque part ouvrir ce qu'on appelle en anglais des backdoors. Ça a été tout à fait dénoncé déjà à l'époque par Edward Snowden en 2013. Donc vous vous souvenez de Edward Snowden, peut-être cet ancien employé
de la CIA et de la NSA, la National Security Agency américaine, qui donc en 2013 avait réussi à fuir les États-Unis discrètement pour se réfugier à Hong Kong, et de là avait contacté secrètement un journaliste du Guardian qui avait à l'époque donc réussi à diffuser beaucoup de ces informations qui montraient en fait l'étendue de la surveillance mondiale exercée par les États-Unis sur à la fois les pays peut-être qui n'étaient pas leurs alliés, mais aussi sur leurs alliés, c'est-à-dire nous. Alors c'est là qu'on a découvert que Angela Merkel était sous écoute depuis même avant son accession au poste de chancelière. On a découvert plein de choses en termes d'espionnage industriel. On a découvert également, et donc espionnage industriel, j'en profite pour le rappeler, qui était évidemment à la manœuvre dans l'attaque contre Alstom, par exemple. Elle a tout dévoilé en détail ou... Il a dévoilé beaucoup de choses. Alors, pas tout dans le détail, mais il y a énormément d'informations qui a filtré. Et heureusement qu'il est parti, si vous voulez, à la fois à Hong Kong, parce que vous vous souvenez peut-être de Bradley Manning qui avait fourni des informations à Wikileaks pour dénoncer les exactions de ce qui se passait en Irak par l'armée américaine et qui était resté sur le sol américain et qui s'était fait emprisonner, donc condamné à plus de 35 ans de prison. Oui, c'est sûr. Clairement. Donc, même quand finalement les faits révélés sont vrais. Donc, toutes les lois sur les lanceurs d'alerte sont vraiment de la poudre aux yeux quand on voit ce qui se passe également, évidemment, avec le directeur de Wikileaks, Julian Assange, là, qui a été quelque part emprisonné volontaire dans l'ambassade d'Équateur pendant des années à Londres et qui a été extradé quand le gouvernement équatorien a changé dernièrement et qui a donc été arrêté sur instruction américaine, on va dire, par les Britanniques. Et visiblement, on parle de torture, on parle de plein de choses. Donc voilà, on consacrera une émission à cela spécifiquement. Mais effectivement, on n'est vraiment pas du tout dans une protection des lanceurs d'alerte. En tout cas, ce qu'avait montré Edward Snowden, c'est qu'effectivement, lui, par exemple, il avait travaillé au Japon, où ils avaient installé, dans tout, sous couvert, si vous voulez, de fourniture de services informatiques au Japon, ils avaient installé des backdoors, donc des possibilités pour eux ensuite de venir agir dans tous les logiciels des installations stratégiques japonaises, transport, énergie, santé, etc. Et donc, il faut bien être conscient qu'à chaque fois qu'on va utiliser un logiciel ou un service d'un système américain, eh bien, on fragilise le pays parce que très clairement, il expliquait donc Snowden que s'il y avait on va dire un moment où le Japon était un petit peu moins leur allié, eh bien il pourrait le paralyser complètement. Et là, si vous voulez, on est clairement dans ce genre de choses. Hein. Regardez, on a utilisé par exemple pour logiciel de police Palantir, dont on nous dit que c'est une start-up américaine financée par la CIA. Voilà, je pense que là, on ne peut pas être plus clair sur ce qui se passe. Alors, Patrick Pierucci, dont je parlais tout à l'heure, l'ancien employé d'Alstom qui a été donc emprisonné aux États-Unis pendant la négociation de la vente d'Alstom, à l'occasion d'un de ses voyages d'affaires là-bas, a rappelé qu'il y a eu le passage récemment d'une loi qui s'appelle le Cloud Act aux États-Unis, donc qui en fait étend la possibilité de récupération officielle et légale, soi-disant, des informations et de toutes les communications des entreprises qui utilisent des services informatiques américains. Donc, notamment les hébergeurs de données, etc. Sachant que c'est la très, très, très grande majorité des entreprises mondiales qui utilisent les services américains pour tout ce qui est logiciel et hébergement de données, vous pouvez bien imaginer que ça officialise la récupération de toutes les données de toutes les entreprises au niveau international. Voilà, donc ça c'est très, très important. Donc on n'est plus du tout dans la protection de données, là. Ah, plus du tout, non. Entreprises et évidemment aussi potentiellement particuliers. Puisque là, quand vous avez les données de l'éducation nationale sur les notes des élèves, les profils des élèves, les appréciations des élèves, quand vous avez le gouvernement anglais qui donne l'accès à Google pour des recherches sur la e-santé, aux informations sur un très grand nombre de ces des personnes couvertes par le système de santé anglais, etc. etc. Vous avez là une livraison pieds et poings liés des données de toutes les populations, en fait, indépendamment des entreprises.
Et ce qui est étonnant, c'est que ces États qui ont été victimes de ce qu'avait dénoncé Snowden à l'époque n'ont pas eu le cran, et nous avec, de le protéger, de lui offrir l'asile. Seule la Russie l'avait fait à l'époque. Et aujourd'hui, l'histoire se répète, puisque vous avez dans le canard de cette semaine, le canard du 18 septembre 2019, un article qui s'intitule Snowden Ding Dong et qui montre bien que la France vient de refuser plus ou moins encore à Snowden, sous couvert de lenteur administrative, on va dire, la possibilité de venir se réfugier chez elle. Voilà. Alors, on nous disait que alors là, c'était la responsable Nathalie Loiseau, la députée européenne Nathalie Loiseau avait dit qu'il avait rendu service à l'humanité en montrant preuve à l'appui qu'il y avait un système de surveillance extrêmement vaste et qu'elle était évidemment favorable à cet accueil, sauf que malheureusement, il semble que ça ne sera sans doute pas le cas d'après cet article. Je vous laisserai le découvrir vous-même. Alors, bien sûr, dans ce contexte d'espionnage numérique généralisé, de prise de contrôle des infrastructures stratégiques quand elles sont utilisées, si vous voulez, avec des logiciels américains ou en tout cas non français, eh bien, vous avez forcément derrière, avec la 5G et la généralisation de l'Internet des objets, c'est ce même phénomène qui va s'amplifier de façon démesurée. Il faut bien comprendre que la 5G, c'est quoi? C'est un système de transport des informations en très grande quantité, de façon très rapide, informations qui vont être générées en énorme quantité par la mise en place de puces sur l'ensemble des objets qui nous entourent. C'est ça l'Internet des objets. Peux-tu rappeler la façon dont ça va être déployé en fait? Eh bien, c'est des faisceaux précis, c'est ça? L'idée, c'est clair, c'est que vous avez des objets qui vont être équipés de puces émettrices et réceptrices, qui vont connecter ces objets à Internet. Quel genre d'objet? Je résume. Tous les objets. Le ventilateur, le frigo, la machine à laver, tout qui en les gros réverbères. pourra être commandé à distance, tout ce qui... Voilà. Tout pourra être à la fois source d'informations et commandable à distance, pilotable à distance. Ça veut dire, si c'est source d'information, ça veut dire une explosion du big data. D'accord ? Le big data, on va le voir, c'est pas du tout abstrait. Ça peut avoir des conséquences immédiates sur on va dire la liberté des personnes, sur leur vie en général, comme on va le voir. Les gens qui disent, moi j'ai rien à cacher, donc c'est pas grave, se fourvoient, mais complètement. Et on va le montrer. Si on n'a pas le temps en détail dans cette émission, ce sera l'émission prochaine. Il faut bien comprendre que connecter les objets à Internet, c'est les fragiliser. Les fragiliser parce qu'on les rend déjà potentiellement attaquables par des pirates, d'accord ? Par des pays tiers, on vient de le voir. On vient de voir comment le Japon, par exemple, avait ses installations stratégiques complètement minées, si on veut, par des installations à leur insu, mises en place par la CIA et la NSA, telles qu'en témoignait Snowden, qui y avait travaillé. Vous avez donc des pirates qui sont déjà habitués avec les ransomware, ransom c'est rançon en anglais, à attaquer, si vous voulez, des structures et à exiger des sommes en échange de par exemple, récupérer la main sur les dossiers, par exemple, des patients d'un hôpital ou les fichiers bancaires. Vous avez beaucoup ce genre de choses et souvent les institutions n'en parlent pas parce qu'évidemment, elles ne veulent pas perdre leur crédibilité, faire peur à leurs clients, etc. Alors, vous avez eu, par exemple, en 219, une attaque à Baltimore qui avait fait suivre à une attaque à Atlanta, qui était la première l'année d'avant. Donc, c'est des attaques sur des villes qui avaient carrément paralysé la ville. Voilà. Donc, ça, c'était en mai 2019, par exemple, pour Baltimore. Alors, je vous laisserai regarder. Vous avez Wikipédia, on pourra mettre le lien si ça vous intéresse, qui en parlait. Vous avez évidemment des attaques où on utilise des objets connectés pour paralyser le web également. On paralysait certaines entreprises. Alors vous avez par exemple le virus Mirai qui est évoqué dans un article du Monde qui s'intitule « Comment le virus Mirai a pu bloquer le web américain pendant plusieurs heures ». Ça c'est un article qui date donc du 22 août 2017 et effectivement là on était dans une utilisation des objets connectés pour attaquer certains éléments du net ou des entreprises. Voilà. Donc c'est vraiment c'est une infestation ou une infectation, si vous voulez, des objets connectés. Le big data, il faut quand même être très clair, c'est ce qui permet également la récupération et le développement très important avec la 5G, dont la Chine
et leader de la reconnaissance faciale. On a déjà évoqué la semaine dernière. Big data, en gros, c'est quoi? Alors, le big data, c'est la collecte en masse récupération de données. Voilà, et vraiment... ensuite son traitement par des algorithmes ultra sophistiqués dans des ordinateurs extrêmement puissants, capables de gérer, alors ils appellent ça des pétaoctets de données. Voilà. Pétaoctets. Des pétaoctets, oui, c'est mignon. Mais en fait, ce que ça veut dire surtout, c'est que ça nous permet, entre guillemets, comme le dit d'ailleurs cet article de Marianne dont je vous parlais tout à l'heure, là, la partie de ce dossier intitulé « Même la police en pince pour la techno états-unienne », on a un ancien responsable du service d'espionnage qui dit « Personne n'a vraiment encore réalisé dans le grand public ce que peut permettre l'utilisation des big data ». Et il explique en détail aussi qu'en gros, on n'a jamais détenu autant de données sur les gens, entre guillemets, et que l'on peut, ça ouvre des perspectives, si vous voulez, qui sont démesurées. Je terminerai, puisque je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, on y reviendra là-dessus, sur une excellente brochure que je vous recommande, qui s'intitule Linky non merci, que vous pouvez commander et pour lesquelles vous pouvez également soutenir les personnes qui éditent cette brochure. Sur le site linky-non-merci.info, vous avez un excellent résumé de la lutte anti-Linky et de comment faire et des raisons pour, mais également des risques que pose la Smart City et la 5G avec le développement des objets connectés et de façon très humaine, une manière de reposer la question de dans quel monde voulons-nous vivre demain. Est-ce que c'est un monde complètement déshumanisé où on fait appel à la machine parce qu'on estime que l'homme n'est pas capable de se gérer et de s'autogérer, mais qui, quelque part, s'enferme dans un monde de surveillance. Merci beaucoup, Maud. À bientôt.